donc la prochaine bataille politique, en attendant celle de Matignon, qui n'est toujours pas réglée, qui ne le sera pas avant plusieurs semaines, et en tout cas après les Jeux Olympiques, c'est demain exactement. Je pensais que c'était 11h, mais en fait Nivine vient de nous confirmer que c'est 15h, le premier tour pour l'élection au perchoir, c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors, une chose semble acquise, c'est que le nouveau front de gauche, qui n'est d'accord sur rien et sûrement pas sur Matignon, eh bien, sur cette question du perchoir, semble plutôt uni avec une idée derrière la tête, et vous allez l'entendre, puisqu'on va entendre un LFI, un écolo et un PS, successivement, rien pour le Rassemblement national. On les écoute. Pas une fonction pour que le Rassemblement national continue sa stratégie de dédiabolisation qui est à l'œuvre depuis maintenant plusieurs mois. Le Rassemblement national ne doit donc occuper aucun poste dirigeant au sein de cette Assemblée. C'est le mandat que nous ont donné les électeurs. Je dis le Front républicain à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ne pas oublier, comme l'a fait malheureusement Emmanuel Macron, les conditions de notre élection. Donc refuser la représentation dans les instances de l'Assemblée nationale d'un parti que nous avons combattu dans les législatives. Bon, moi je veux bien, mais néanmoins le Rassemblement national, il a fait 10 millions de voix, voilà, aux législatives, et donc Jordan Bardella, qui était hier soir sur LCI, peut apparaître comme légitime quand il dit, écoutez, on représente quand même quelqu'un dans ce pays, donc on a droit à quelque chose dans la représentation des électeurs, on l'écoute. On ne se bat pas pour des postes. Je veux dire, ce qui me fait mal, c'est parce que nous représentons des millions de Français. Et rendez-vous compte aujourd'hui que les macronistes, après avoir brutalisé le pays, après avoir divisé les Français, après avoir privé là, en ce moment, au moment où nous nous parlons, le pays d'une majorité claire pendant un an pour répondre aux problèmes des Français, vient dire, en fait, le mouvement politique qui est arrivé en tête en nombre de voix, au premier tour, au second tour, comme aux élections européennes il y a un mois, ne devrait pas pouvoir accéder au poste auquel il a traditionnellement le droit lorsqu'on représente. Ce n'est pas le discours de... Alors, Eric, on est bien d'accord que, arithmétiquement parlant, Bardella a raison. Sauf que les institutions françaises, l'arithmétique, elle s'asseye dessus. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est bien ça. La politique, c'est pas de l'arithmétique. Sinon, Okay. ça se saurait, ça réglerait bien des choses. Alors, il y a une cohérence de la part du nouveau Front populaire. C'est une cohérence politique, elle est incontestable. Ils ont été élus pour beaucoup par opposition. Ils se sont. D'ailleurs, on peut constater que les différentes composantes du nouveau Front populaire, de la gauche, s'ils ont un point de rassemblement, c'est celui de l'opposition à l'extrême droite, de façon historique et confirmée ces dernières semaines. Bon, après, sur le plan politique, oui, ça pose un problème démocratique. Ça pose un problème démocratique qu'un groupe qui a eu d'entre 120 et 140 députés n'ait pas de représentation dans les instances de direction de la Chambre basse, ça pose un vrai problème démocratique. Il faut savoir que c'est pas un enjeu symbolique, les postes de l'Assemblée nationale. Le bureau, c'est 6 vice-présidences, 3 questeurs. Un questeur, ça dit peut-être rien au grand public. C'est le grand argentier. C'est le grand argentier, celui qui s'occupe de l'argent, et il y en a beaucoup, et aussi de l'administration de l'Assemblée. Et puis, il y a le bureau. Le bureau, c'est celui qui gère le fonctionnement de l'agenda, etc., mais qui gère aussi, et c'est important, les sanctions contre les députés. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un député qui enfreint les règles, il est devant une sorte de conseil de discipline. C'est le bureau, et là, ça a de l'importance. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu symbolique, c'est un enjeu aussi, un enjeu de pouvoir pour le Rassemblement national. Je dirais aussi une chose, et ça c'est Jean-Philippe Tanguy, une des figures du Rassemblement national, qui a prévenu, c'est que, attention, si le Rassemblement national est exclu de ces instances, ils ont promis de revoir, vous savez, la fameuse stratégie de la cravate, c'est-à-dire être des députés bien élevés qui se comportent de façon très civile. Ils ont prévu qu'il ferait peut-être un peu plus de bruit. Et pas seulement du bruit. Ça pourrait être comme l'a fait LFI dans la législature ça peut être pas seulement à faire du bruit, ça peut être aussi dans le fonctionnement. Savoir la stratégie, vous savez, par exemple, de l'amendement, du flot d'amendements qui bloque, en fait, l'examen, le fonctionnement et l'examen des textes à l'Assemblée nationale. Et ils ont promis aussi une mobilisation dans les commissions. Donc, c'est à voir, on va voir comment ça va se dérouler. Il y a une cohérence politique, il y a un vrai hiatus démocratique, et il y a aussi une question de fonctionnement serein. On manque de sérénité, franchement, dans la vie politique et à l'Assemblée
depuis déjà quelques années. Est-ce que cette éviction du Rassemblement national serait la garantie d'une nouvelle sérénité au sein du débat dans le débat parlementaire? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Claire Fournier, il vous a inspiré quelque chose? J'ai une question parce que je sais que le RN revendique notamment la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, qui revient à l'opposition. Qui décide? Qui peut dire non, ce ne sera pas quelqu'un du RN? Attendez, il va répondre, mais on va écouter, si vous le voulez bien, Sébastien Chenu, donc, qui est député RN du Nord, qui lui revendique justement la présidence de cette commission des finances, qui appartenait à LFI, à Monsieur Coquerel, qui était hier matin ici même. On écoute Chenu, si vous le voulez bien. Ensuite, vous répondez, Éric. Nous sommes un groupe d'opposition et par conséquent, nous revendiquerons aussi la présidence de la commission des finances parce qu'elle revient à un groupe d'opposition tout simplement. Donc vous voyez, nous on veut assumer tous nos rôles, rien que nos rôles, mais les assumer pleinement parce que la démocratie c'est ça. Ça semble cohérent. En plus, vous disiez tout à l'heure que le RN est le seul vrai groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Alors, donc il a droit à cette présidence. C'est une très bonne question. C'est la droite, c'est autre chose. Ça mérite une toute petite explication. Lorsque les groupes arrivent à l'Assemblée nationale, sont constitués à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils se déclarent appartenant à l'opposition ou à la majorité. C'est-à-dire que il n'y en a plus d'opposition et de majorité. Alors, c'était assez clair avant. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas où est... D'abord, il y a plus de groupes que par le passé. Il y en a une douzaine. Et puis, qui est dans l'opposition et dans la majorité, on n'en sait rien, sauf pour le Rassemblement national, qui, dans tous les cas, lui sera le premier, et sans aucune ambiguïté, à se déclarer dans l'opposition. Alors, cette fameuse commission des finances, depuis Nicolas Sarkozy, et c'est vraiment une bonne question, avant ce n'était pas le cas, Nicolas Sarkozy a décidé, dans une volonté d'apaisement démocratique, d'attribuer la présidence de cette commission à un membre de l'opposition. C'était la dernière fois Éric Coquerel qui dirigeait cette commission. Donc là, il y aurait une logique... Et qui a bien fait le boulot, d'ailleurs. Et qui a bien fait le boulot, en tous les cas, qui a fait le boulot. Il y a une logique assez implacable, non pas un droit, mais en tous les cas une pratique qui voudrait que cette commission revienne, la présidence de cette commission revienne au seul groupe constitué d'opposition, en l'état, qui est le Rassemblement national. Or, la stratégie du Front républicain qui se poursuit pour les groupes de gauche, mais aussi de Gabriel Attal et d'Ensemble qui disent, pour l'instant, pas question, en tous les cas pour la présidence, de voter pour des extrêmes, à savoir LFI et le Rassemblement national, peut faire qu'on remette en cause la pratique depuis Nicolas Sarkozy, à savoir d'attribuer la présidence de cette commission à une figure de l'opposition. Est-ce qu'il a répondu à votre question, Claire? Oui, tout à fait. D'être convaincu. Oui, mais alors qui décide? C'est un vote. C'est un vote. Alors c'est un vote. Alors ça aussi c'est une bonne question parce que on apprend nous aussi le fonctionnement d'un régime parlementaire. On n'avait jamais eu à s'y plonger, mais je pense que les hommes et les femmes politiques seraient bien inspirés aussi de s'immerger des pratiques et des règles parlementaires en regardant aussi nos voisins. Je ferme la parenthèse. Donc auparavant, jusqu'à pendant finalement toute la Ve République, tout ça s'arrangeait puisque les groupes étaient constitués, il y en avait 3, 4, ça s'arrangeait, il n'y avait pas de vote. Et personne ne remettait en cause, telle commission était attribuée à telle, et ça se passait. Il n'y avait pas de magouille, mais il y avait des pratiques. Finalement, tous les groupes parlementaires s'arrangeaient. Là maintenant, c'est surtout depuis 2022 qu'il faut voter, puisque les équilibres sont incertains. Et là, aujourd'hui, il n'est évidemment plus du tout question de petits arrangements. Il faut voter. Donc, chaque poste est attribué au vote avec toute l'incertitude que l'éclatement de l'Assemblée impose. Gallagher Fenwick, vous qui au quotidien scrutez finalement plus l'actualité en dehors des frontières de l'Hexagone, en Europe, voire plus loin que dans notre propre pays, ça doit un peu vous faire sourire parce que tout près de nous, il y a des tas de pays où ça fonctionne très bien. L'Allemagne, entre autres. Belges, les Belges. Alors, les Belges, ils ont même fonctionné sans aucun gouvernement pendant plus d'1 an. Donc, alors eux, ils ont vraiment le pompon. Donc, on va peut-être s'y mettre. Il n'y a pas de raison. Je crois que clairement, au vu des explications fournies par Éric, il n'y a pas le choix, finalement. C'est-à-dire qu'il va falloir que les Français, notamment celles et ceux qui sont amenés à diriger, à légiférer, apprennent cette logique, cette culture de la coalition, de la recherche du consensus. Dieu sait si ça peut paraître un vieux peu à ce stade, mais il va bien falloir
l'apprendre afin de pouvoir faire fonctionner cette Assemblée aujourd'hui si divisée. Mais est-ce qu'on perd en efficacité avec justement ces interminables discussions de recherche d'équilibre, de groupe, etc. ou pas? C'est quand même plus simple quand il y a 2 blocs et puis l'affaire est réglée. Est-ce qu'on perd en efficacité? Alors ça, c'est le cas aux États-Unis, puisque vous m'interrogez sur l'étranger, où vous avez ces 2 blocs, j'allais dire inoxydables, inamovibles, républicains, démocrates. Il y a, on a tendance à l'oublier aux États-Unis, d'autres voies. Je pense à Kennedy aujourd'hui, il y a une candidate écologiste, on n'en entend absolument jamais parler, il n'a absolument aucune chance de l'emporter. Sur la recherche et le fait d'éventuellement trouver davantage d'efficacité, vous avez des partisans pour les 2 systèmes. Vous avez qui me disent que en coalition, finalement, c'est plus représentatif et ça finit, quand c'est bien huilé, bien rodé, par mieux fonctionner. Et à l'inverse, vous en avez d'autres qui vous disent, et notamment pas qu'en politique, chez les militaires, qui vous disent que quand on fonctionne en coalition avec différentes nations, que ça devient trop compliqué. C'est pas forcément un gage d'efficacité d'ailleurs aux États-Unis, cette opposition frontale entre les 2 blocs. Je vous rappelle que quasiment chaque année, il y a une menace de shutdown parce que démocrates et républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la suite du budget. Donc parfois les coalitions, ça peut être plus efficace. Moi, je voudrais rajouter 2 petites choses sur le régime parlementaire. Ce qui est paradoxal, c'est que, ça les constitutionnalistes l'ont bien démontré ces jours derniers, c'est qu'on est vraiment dans un régime parlementaire, sauf que la figure tutélaire du président de la République empêchait jusqu'à ces dernières élections d'avoir un fonctionnement parlementaire normal et traditionnel. Mais sur le fond, notre système n'est pas si différent de ça que celui de l'Allemagne, par exemple. L'autre chose, pour qu'on sorte de ce qui est un bourbier aujourd'hui, il y a une première étape qui est décisive, nécessaire, peut-être pas forcément suffisante, mais en tous les cas nécessaire, c'est celui de l'élection, d'avoir le mode de scrutin. Qu'on soit un scrutin proportionnel, c'est-à-dire que là, on est dans une situation où les coalitions se font avant. On a vu le Front populaire qui s'est constitué avant pour former un bloc. Donc à partir du moment où cette coalition s'est faite avant, à la différence de l'Allemagne par exemple, où les coalitions se font après. Donc si chacun y va avec sa propre bannière, ensuite il compte ses forces et ensuite les uns et les autres s'associent, discutent et négocient. Là, le fait qu'il y ait des coalitions qui se forment avant du fait du mode de scrutin empêche d'une certaine façon, en tous les cas, retarde la constitution de coalitions après. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tous les cas, je me comprends bien.